Bienvenue sur PhysioSkills, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui je reçois Lucine Maffre. Avec Lucine nous parlerons d'un sujet essentiel qui est un problème de santé majeur actuellement. Nous parlerons de sommeil. En effet, 30 à 50% des adultes en France déclarent présenter des troubles du sommeil. Dans un premier temps, avec Lucine, nous définirons ce qu'est le sommeil, nous parlerons des différents stades et des rôles qu'il joue sur notre métabolisme. Nous aborderons les différents facteurs qui influencent la qualité du sommeil et de l'endormissement. Nous parlerons de sieste, de décalage horaire, de rythme circadien. Nous parlerons notamment aussi de la problématique de la pratique sportive en soirée et de quels moyens nous disposons pour améliorer la qualité de l'endormissement après celle-ci. Enfin, nous conclurons cet entretien par la relation entre la qualité du sommeil et le risque de blessure. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Lucille, merci beaucoup d'être là. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter. Ah oui, je peux me présenter. Je m'appelle Lucille, je vais bientôt avoir 28 ans et je suis arrivée à Bordeaux juste avant le Covid pour une raison particulière. C'est que je suis ingénieure chimiste à la base et j'ai fait mon stage de fin d'études sur le sommeil des sportifs de haut niveau à l'INSEP. Donc mon objectif, c'était de faire du dosage d'hormones du sommeil chez les sportifs et de vérifier leur rythme biologique en fonction de toutes les constantes qui entourent le sportif, que ce soit la charge d'entraînement, le stress, la vie sociale, les décalages horaires, etc. Et finalement, en fait, j'ai mis un pied dans le monde du sommeil et j'ai pas forcément voulu en ressortir parce que c'est vraiment une discipline passionnante et sans fin, et nouvelle aussi parce que la science du sommeil est assez récente. Et donc après, j'ai quitté Paris pour arriver sur Bordeaux, et donc je me suis associée avec des médecins qui travaillent dans une clinique qui sont spécialisés dans l'apnée du sommeil. Donc j'étais partie au début sur plus l'aspect sport et performance. Puis finalement, je suis là actuellement dans sport et santé, mais je me dis que les deux mondes auraient à Ouais. gagner de se rencontrer, donc je vais tâcher d'y réussir dans les prochaines années. Ok. Et donc, pour commencer, je voulais savoir si tu pouvais nous donner une définition du sommeil et nous préciser les caractéristiques physiologiques du sommeil. Alors c'est une question vague, hein. Je vais essayer Vaste. d'y Ouais. répondre, ouais. Déjà la définition. Ouais. La définition du sommeil, bah, c'est une étape de la journée, hein, dans laquelle il se passe même plus de choses que pendant la veille, à savoir que la veille, on a juste un état, c'est l'état de veille, alors que pendant le sommeil, on a plusieurs états, plusieurs stades de sommeil dans lesquels il se passe différentes choses. Donc c'est comme si notre corps il avait une checklist, une to-do list à faire pendant un certain nombre de temps. Et bah, c'est comme un gros travail de récupération au niveau musculaire, au niveau physique, mais aussi au niveau mental. Il y a de plus en plus d'études qui sortent par rapport aux troubles de l'humeur et la relation troubles de l'humeur et sommeil. Et c'est vrai que voilà, c'est un gros travail du corps. Donc on dort certes, on n'a pas l'impression qu'il se passe grand-chose, mais finalement c'est l'usine. D'accord. Et justement, tu parlais de différents stades enfin, étapes ou stades du sommeil. Qu'est-ce que tu pourrais nous préciser, quels sont les stades, enfin, s'il y a des grands stades qui se définissent? Ouais, il y a plusieurs stades. Il y a le sommeil léger qui se définit en stade 1 et 2. Il y a le stade profond qui est le stade 3. Et après, il y a le stade du sommeil paradoxal, ou REM en anglais, Rapid Eye Movement. Donc ça, c'est on va dire, donc stade 1, 2, 3 et REM. C'est l'ensemble de ces stades-là forment un cycle de sommeil. D'accord. Sachant que pendant la nuit, c'est le pourcentage de la composition de chaque cycle varie. Ok. En Voilà. fonction de quoi? En fonction de la durée du sommeil. Au D'accord. début de la nuit, on va avoir beaucoup plus de sommeil profond et léger, et en fin de nuit, on va avoir un grand pourcentage de sommeil paradoxal. D'accord. C'est souvent voilà, vers la fin de la nuit où on rêve, c'est souvent pendant le sommeil paradoxal qu'on rêve. 80% des rêves sont dans le sommeil paradoxal. Et après, le stade profond, c'est là où on est vraiment en relâchement de notre corps et récupération intense. D'accord. Et justement, bon, tu as déjà commencé à y répondre, mais ces différents stades, ils ont, j'imagine, une fonction propre.
Et mettons le stade 1, à quoi sert le stade 1, à quoi sert le stade 2? Ouais, alors c'est vrai que il y a eu plusieurs études justement qui ont été faites par rapport à ça. On sait que par exemple le sommeil paradoxal, c'est pour consolidation de la mémoire, régulation des émotions, etc. Le stade profond, c'est plus pour la récupération musculaire. Après, il y a plein d'autres vertus dans les stades, comme par exemple renforcer l'immunité, etc. Il se passe plein de choses dans les différents stades, à différentes étapes du cycle et de la nuit. Ce qui est sûr, c'est que chaque stade est nécessaire, on va dire. Parce qu'il est arrivé une période de l'histoire où voilà, dormir, c'était une perte de temps. Et c'est peut-être aussi ce que pensent les gens encore aujourd'hui. Et en fait, ils ont essayé de raccourcir ce temps de nuit ou d'endormissement. Et ils ont essayé de supprimer certains stades de sommeil. On voyait forcément des répercussions sur la santé à moyen et long terme. D'accord. Mais donc, du coup, est-ce que les stades, ils ont vraiment une fonction propre ou c'est un petit peu mélangé? Il y a la récupération musculaire, elle se fait à la fois dans le sommeil léger, dans le sommeil profond. Est-ce que Ce c'est sera, mélangé? en fait, ce sera à différents niveaux. Au niveau musculaire, il y a enfin, le tissu est composé de manière différente. Donc, dans le stade 2, il se passera différentes choses et dans le stade 3, différentes choses aussi. Ce qu'il y a de commun dans les deux, c'est que ça répare les dommages musculaires et ça recrée du glycogène musculaire. Pendant toutes les phases du sommeil. Ouais, c'est ça. Surtout le D'accord, stade 2 et 3. d'accord. Donc finalement, le sommeil, ça sert, enfin c'est bête de dire ça, mais ça sert à récupérer, mais pas que. Ouais, c'est ça. D'accord. Et le sommeil paradoxal, le rêve, à quoi sert le rêve? Est-ce que ça sert, enfin, est-ce que ça sert à quelque chose? Ouais, alors moi je suis une grande fanatique des rêves, hein. Donc, je ne pourrais pas te dire que ça ne sert à rien. D'accord. Justement, il y a une grande chercheuse qui s'appelle Isabelle Arnulf qui a fait une présentation la semaine dernière qui est passionnante sur les rêves et sur les rêves lucides aussi. Les rêves lucides, c'est quand le rêveur a conscience qu'il est en train de rêver. Et il y a une grande fonction bah, justement dans la régulation des émotions et dans le trop-plein de négatifs qu'on peut avoir en nous. Par exemple, on a tous fait l'expérience voilà, d'être fatigué, d'être énervé, etc. quand on s'endort. Et finalement, quand on se réveille, on est un peu plus apaisé, on est un peu moins énervé, etc. Donc ça, on sait que le sommeil avait cette fonction-là, mais le rêve d'autant plus, parce qu'on peut voir aussi avec l'aide de méthodes d'enregistrement que on peut voir en fait des émotions sur le visage des gens qui dorment. Voilà, que ça peut passer du rire aux larmes, etc. Mais il y a toujours une période de positif. euh, à part dans les cauchemars où voilà, généralement il n'y a pas trop de positif, mais quand le cauchemar devient trop insupportable, on va dire, pour la personne se réveille. Donc ça veut dire que notre corps en fait est fait pour emmagasiner un certain nombre de choses négatives, mais pas trop non plus. D'accord. Ok. Et du coup, au niveau de l'endormissement, qu'est-ce qui se... En fait, moi, ça m'a toujours intéressé, c'est qu'est-ce qui se passe, comment on s'endort et qu'est-ce qui se passe physiologiquement au moment de l'endormissement? Mhm. Il se passe plein de choses, hein. Il se passe plein de choses. Si tu veux, il y a pour pouvoir passer d'un état de veille à l'état de sommeil ou sommeil à éveil, le corps se met dans un certain état et pour pouvoir se mettre dans un certain état, il faut que l'environnement aussi soit propice à l'endormissement, par exemple. D'accord. Si par exemple il fait trop chaud, qu'il y a trop de lumière, trop de bruit, etc., ton environnement de sommeil fait que tu envoies un message à ton corps qui te dit bah non, il faut pas dormir. D'accord. Donc Donc ça, il y a un c'est stress. c'est un stress, ouais. Un stress D'accord. environnemental, voilà, qui soit social, lumineux, brutal, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est selon si tu es en activité ou si tu es en repos. Si tu fais de l'activité physique, par exemple, le soir, je pense tous fait l'expérience aussi, c'est qu'on a tendance à s'endormir plus tard
parce qu'en fait, notre température centrale, donc la température qu'il y a à l'intérieur de notre corps, augmente. Et les processus d'endormissement, le corps est fait en fait par des tranches de température. Selon la température qu'il fait à l'intérieur de notre corps, il y a une biochimie, une réaction en chaîne qui s'établit et qui va faire que tu vas sécréter des hormones ou des molécules qui vont favoriser l'endormissement. Si cette température centrale-là est trop haute, ces processus chimiques vont pas se déclencher et du coup, tu vas rester en état de veille. D'accord. C'est pour ça que généralement, l'été aussi, même si on n'a pas fait du sport en soirée, on a du mal à s'endormir parce qu'à l'extérieur, il fait trop chaud. Donc notre corps aussi, il fait trop chaud à l'intérieur. Donc finalement, on n'arrive pas à s'endormir. Donc c'est vrai que le but, c'est de diminuer cette température centrale-là. Donc d'être au repos. C'est pour ça que souvent, on dit de faire des activités calmes avant de s'endormir, ou les parents qui disent arrête d'exciter les enfants, voilà, ils vont jamais arriver à s'endormir, voilà, donc il y a une raison physiologique à ça. Voilà, pas trop de lumière, pas trop de bruit, et pas faire la fête jusqu'à 3h du matin. D'accord. Et du coup, la température corporelle pour s'endormir, c'est quoi? C'est quelle Alors c'est température? un peu en dessous, en fait, si tu veux, dans ta journée, tu vas avoir une fluctuation de ta température centrale. Donc tu vas atteindre le minimum en fait au milieu de ta nuit. Ok, et puis après, tu vas atteindre le maximum en milieu de journée. D'accord. Sachant qu'il y a aussi un petit creux là vers maintenant, on est en plein dedans. Ce qui fait que voilà, généralement en début d'après-midi, on a tendance un peu à être somnolent parce que justement cette température centrale là diminue un petit peu et du coup, il met notre corps un peu En en état de... réserve. Ouais, Voilà. ok. Donc c'est un peu en dessous. Alors on n'a pas tous la même température centrale à tout un chacun, mais c'est on va dire peut-être 0,5 degrés en dessous de ta température maximale. Alors quand je dis fluctuer, ça baisse pas de 2 degrés non plus, hein. C'est pas non plus, tu n'es pas en hypothermie. D'accord. Et du coup, au niveau hormonal, quel type d'hormone est sécrété pendant la phase d'endormissement? Alors il va y avoir, là c'est pareil, il y a des hormones qui vont s'entremêler. C'est en fait le corps, c'est beaucoup de, c'est comme une danse en fait d'hormones dans le corps. Et donc quand il y en a une qui va arrêter de se sécréter, il y en a une qui va commencer à se sécréter. Là, les principales, c'est celles qu'on va diminuer, ça va être le cortisol. Donc le cortisol, c'est l'hormone de stress ou l'hormone de celle qui nous maintient éveillés. Et celle qui va commencer à être produite, c'est la mélatonine. Ok. Et lors de la phase de réveil, c'est l'inverse. C'est que il y a du Exactement. cortisol qui est sécrété. D'accord. Exactement. Donc en fait, comme la température centrale, en fait, donc la température centrale, la mélatonine et le cortisol répondent à ce qu'on appelle un rythme circadien, donc un rythme toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures, en fait, tu vas, enfin plus ou moins 1 heure, parce que 24 heures, on n'est pas non plus des robots. D'accord. Et on n'a pas tous même d'ailleurs la même biologie. On va dire donc la température centrale, on a dit minimum en milieu de nuit et maximum la journée. Le cortisol, ça va être minimum pareil en milieu de nuit et ça va répondre un peu comme la température centrale. Et la mélatonine, ça va être l'inverse, donc minimum en journée et maximum en milieu de nuit. D'accord. Et donc, c'est ce rythme circadien qui fait que tu te réveilles toujours à peu près à la même heure le matin, même si c'est le week-end, et tu as toujours envie de dormir à la même heure, en fait. Exactement. D'accord, ok. Et du coup, combien il y a de cycles dans un sommeil? Combien il y a de fois on a la phase 1, la phase 2, la phase 3, etc. Est-ce que c'est Alors, variable selon les individus, selon ton exactement. sommeil En fait, ce que je peux te dire, parce que je peux pas forcément répondre à cette question-là, c'est plus que de te dire la durée d'un cycle. Donc c'est entre 1h30 et 2 heures. D'accord, Et en fonction, si tu dors 9 heures, voilà, je te laisse faire le calcul. ok, Mais voilà, si une personne qui dort 3 heures, elle va faire soit 2 cycles, soit voire un et demi. Voilà. d'accord, Donc le mieux, c'est d'avoir au moins 4 cycles de sommeil. Donc un cycle de sommeil, en fait, comment on les calcule? Nous, c'est à chaque fois qu'on voit un stade de sommeil paradoxal, ça signifie qu'un cycle est terminé. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la fin de la nuit, il y a moins de sommeil profond. À la ok, fin de la nuit, on va faire stade 1, stade 2, sommeil paradoxal. Il y a beaucoup moins de sommeil profond.
Il peut y en Ouais, avoir, hein. Si les personnes font du sommeil profond en fin de nuit, c'est pas forcément pathologique. d'accord. Et en fait, il y a moins de sommeil profond parce que du coup, il y a déjà eu la récupération musculaire, la resynthèse de glycogène musculaire, du coup, on en a moins besoin, c'est ça? Exactement. En fait, si tu veux, la nuit est faite que, voilà, entre, je sais pas, minuit et 2 heures du matin, il va se passer ce genre de choses, etc. Et au fur et à mesure que la nuit avance, et ben, le corps, comme s'il avait déjà rempli sa to-do list avant, donc des fois, s'il revient, c'est qu'il a été peut-être interrompu, soit par des micro-éveils, soit par des éveils, ou peu importe. Il fait que bah, sa tâche n'a pas été terminée avant, donc bah, il essaye d'y revenir pour terminer ce qu'il a à faire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a tendance à dire de dormir assez, parce que c'est comme si, voilà, toi tu fais une to-do list tous les jours pour savoir ce que tu as à faire, mais si finalement tu remplis pas toutes tes tâches, bah, voilà, ta to-do list finalement à la fin de l'année elle est hyper grande, quoi. D'accord. Ok. Et si Et tu veux, au fur et à vas-y. mesure que ta to-do list est grande, et ben, la nuit d'après, ton corps il va aller à l'essentiel et les choses les plus profondes ou qui demandent le plus de travail de réparation, entre guillemets, ben, il n'aura pas forcément le temps de le faire. Et le sommeil léger, il sert juste à la phase d'endormissement? Il a une fonction, une grande fonction propre? Phase d'endormissement, après, il y a aussi tout ce qui est relâchement musculaire aussi. C'est tout ce qui est. C'est là où on va voir aussi. Il y en a beaucoup qui aiment ça, le terme d'hypnagogie. C'est là où tu sais, commencer à avoir un peu des hallucinations, ce genre de choses. Je pense que c'est pas du rêve, mais c'est juste un état en fait de relâchement où psychologiquement tu dis attends là je suis en train de partir complètement dans tous les sens. Donc voilà, c'est vraiment la première étape du relâchement mental. D'accord, OK. Et pour arriver au sommeil profond, on est obligé de passer par ces phases de sommeil léger? Alors oui, quand on passe directement au sommeil profond, c'est là où ça devient pathologique justement. Et c'est vrai que donc le sommeil, nous, on l'enregistre à la fois la nuit et aussi pendant le jour. Parce qu'il y a des personnes qui, voilà, qui s'endorment d'un coup ou qui sont très somnolents. Donc ça veut dire qu'ils sont dans un état transitoire de veille et de sommeil. Et c'est vrai nous, on veut comprendre en fait d'où vient ce problème-là. Donc on enregistre aussi les gens en train de dormir ou en train de faire des siestes pendant la journée pour savoir à quel stade de sommeil ils s'endorment. S'ils s'endorment directement en stade profond ou en sommeil paradoxal, là, ça peut devenir problématique. Ça veut dire en moins de 10 minutes, ils peuvent tomber dans un sommeil très très profond, ce qui peut voilà, être problématique si une personne prend le volant ou voilà, pour des tâches qui demandent une concentration assez conséquente, ça peut être problématique à ce niveau-là. D'accord, OK. Et justement pendant la sieste, cette fameuse sieste, heu, alors est-ce qu'il faut, tomber dans un sommeil profond ou il faut rester dans un sommeil léger? Tout dépend de ce que tu recherches. Moi, c'est vrai que, enfin, j'ai tendance à dire qu'il y a plusieurs siestes, il n'y a pas qu'une sieste qui existe. Souvent, on dit la sieste, elle ne doit pas durer plus d'une demi-heure. Euh, Moi, j'ai tendance à avoir un peu plus de lest par rapport à ça. Tout dépend du pourquoi tu veux faire ta sieste. Enfin, je pense notamment à ceux qui travaillent la nuit, ceux qui ont des travails postés. Généralement, ils font une sieste avant d'enchaîner la nuit parce que voilà, bah, la journée, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et puis finalement, ils font une sieste de, je sais pas, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, ou le temps d'un cycle. Donc là, ils tombent en sommeil profond, etc. Mais finalement, c'est vraiment un travail de, d'anticipation en fait sur une période où tu vas être engagé physiquement et mentalement. Donc il y a ça, ce genre de sieste. Après, il y a la sieste que tout le monde peut faire là, entre midi et deux. Enfin, tout le monde peut faire, hein, dans la mesure où dans ton travail, c'est possible de le faire aussi, hein, C'est ça. que ce soit au niveau des infrastructures ou du temps qu'on te laisse pour avoir un petit instant de récupération. Donc oui, là, généralement, on appelle ça plus des turbo-siestes ou voilà, des siestes flash, où là, oui, c'est entre. Le but, c'est pas de tomber en sommeil profond, parce que bah, au plus on tombe. Le sommeil profond, en fait, il porte bien son nom. Ça veut dire que tu rentres dans un état profond, donc de relâchement total, etc. Il fait que pour émerger de ce sommeil-là,
souvent les gens ils disent ah ouais mais moi ah non moi je peux pas faire de sieste parce que si je fais une sieste après je suis encore plus dans le coltard que avant même si j'étais fatiguée. Donc c'est souvent des gens qui sont dans le sommeil profond et pour sortir de ce sommeil-là, bah il faut mettre 3 réveils quoi. D'accord, OK. Donc les siestes qu'on fait, de 10 minutes, un quart d'heure, on reste dans une sorte d'état de somnolence stade 1, stade 2, juste histoire de se Voilà, relâcher, de récupérer un minimum. exactement. Et alors c'est une récupération plutôt physique ou juste mentale? Les deux. Ah, quand même les 2. Ouais, les deux. Il y en a aussi qui utilisent ces siestes-là, notamment je pense aux créateurs ou aux artistes, pour justement, tu vois, je te parlais de l'état hypnagogique un peu tout à l'heure, tu commences à avoir un peu des hallucinations, des idées un peu farfelues. Voilà, ça aide aussi à la créativité, à la mémorisation. Je pense à nos chers étudiants qui en ce moment prennent un coup. Voilà, de faire des siestes régulièrement, ou ne serait-ce qu'une petite pause toutes les heures ou toutes les heures et demie entre les révisions, etc. C'est bénéfique pour la mémoire courte et pour la mémoire à long terme aussi. Parce que je pensais notamment à tous les skippers, notamment il y a eu une transat là, il y a pas très longtemps Ouais, où qui ouais, dorment par épisode de 20 minutes. ouais. Eux, ils sont par contre obligés de tomber dans un sommeil profond parce que finalement s'ils restent dans un sommeil léger, ils récupèrent jamais Ouais. vraiment? Et ben, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, donc, si tu veux, ces sportifs-là, on enregistre leur sommeil sur plusieurs semaines. Et le but, c'est de savoir, en fait, quand est-ce qu'ils ont leurs périodes les plus creuses en énergie, où est-ce qu'ils ont, enfin, à quelle période ils ont besoin de plus de repos. Que ce soit pendant la nuit, donc on va vraiment étudier les stades vraiment où ils sont en sommeil profond, etc. Et pendant le jour aussi, on a tous hein, des moments où on est un peu moins bien, ou voilà, etc. Donc le but, c'est d'avoir une vision sur 2-3 semaines sur la terre ferme et on identifie ce qu'on appelle des fenêtres de sommeil pour dire bah, à cette heure-là, en fait, c'est le moment où spontanément tu aurais besoin de plus de repos. Donc, quand tu es sur ton bateau, prends ces heures-là où, comme tu dis, tu vas entrer dans un stade profond, etc., pour vraiment avoir une récupération. Mais sachant que le temps est compté hein, sur un bateau, donc on essaye en fait voilà d'identifier au mieux ces heures-là pour pouvoir être le plus efficace possible. Et donc du coup, ils s'entraînent, avant de monter sur leur bateau et de faire, leur transat, ils s'entraînent à faire ces micro-siestes, Ouais. d'accord, OK et Alors, et sachant c'est que ouais, souvent d'un point de vue extérieur et on va dire spectateur, on voit vraiment juste la performance en tant que telle. Mais c'est vrai que pour notamment les skippers, il y a tout un travail en amont et il y a tout un travail après. Parce que pour se resynchroniser et pour retrouver un rythme, pour retourner sur la terre ferme, enfin, franchement, c'est compliqué. du gros travail, ouais. D'accord. Donc c'est vrai que ce qui n'est pas négligé aussi, et souvent on a tendance à, voilà, on a une échéance, on se prépare jusqu'à l'échéance et on a tendance à se relâcher après ce précieux moment-là pour lequel voilà, ça fait X mois qu'on s'est préparé, mais l'après est surtout pas à négliger. Souvent on a un contre-coup de après et c'est un peu dommage de pas s'en préoccuper. D'accord et pour revenir donc sur, le sommeil, est-ce qu'il y a des facteurs, qui influent bon, forcément, mais quels sont les facteurs qui influencent le plus le sommeil? Est-ce que par exemple, j'imagine que l'âge, ça doit jouer. Est-ce que les hommes dorment plus que les femmes ou est-ce que le sexe joue? Enfin, quels sont les grands facteurs en fait qui peuvent Alors il y a l'âge, forcément, parce que donc en fait on commence notre vie, bon, on dort aussi dans le ventre de notre maman, et on commence notre vie en faisant ce qu'on appelle du sommeil polyphasique. À l'heure actuelle, nous on fait plutôt du monophasique, ça veut dire qu'on dort 7-8 heures par nuit, voire plus, je l'espère pour toi. Euh, et puis limite on fait une petite sieste, mais voilà, on peut partir plutôt sur le côté monophasique. Quand on est plus petit ou quand on est nouveau-né, on va faire du polyphasique. Après, quand on va arriver vers la crèche ou ce genre de truc, là, on va faire du biphasique. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une grande période de sommeil la nuit plus une sieste l'après-midi. Et puis après, bah, au fur et à mesure que l'école arrive, et ben, on nous dit bah, il faut plus dormir parce qu'il faut qu'on t'emmagasine des informations dans ton cerveau. Donc, voilà, on oublie cette période-là. Donc, on passe du polyphasique au monophasique. Ça, c'est la première chose.
Donc l'âge, le sexe aussi. Donc les filles ont tendance à avoir un sommeil différent, notamment à partir de la puberté, avec l'apparition des règles, sachant que en fonction du cycle menstruel aussi, la température centrale est différente. Donc c'est pour ça que on a toujours une période de chaud, hein. Donc voilà. Donc, et quand on a chaud, ben, on dort moins bien, la qualité du sommeil est moins bien, le sommeil est plus fragmenté, etc. Donc le sexe, l'âge, il y a le côté social aussi, catégorie socio-professionnelle, en fonction de l'environnement dans lequel on va évoluer. Voilà, si on grandit dans une maison à la campagne avec un jardin, etc., on aura probablement une autre qualité de sommeil que si on est 5 ou 6 dans un appartement de 30 mètres carrés où on entend les voisins, où il y a toujours du bruit, de la lumière. Il n'y a pas forcément d'horaire parce que tout le monde a son rythme de vie, etc. Il y a ça, il y a le niveau professionnel aussi. Généralement, les personnes qui ont des postes à responsabilité aussi ont un sommeil plus agité, plus fractionné, une charge de stress qu'il faut arriver à gérer, un emploi du temps qui est serré. Il y a aussi tout ce qui est par rapport à la nutrition, à la sédentarité. Et donc, du coup, la pratique sportive, à part juste, tu fais une pratique sportive le soir, mais ça a plutôt tendance à améliorer la qualité du sommeil? Alors, oui, alors les sportifs de haut niveau sont vraiment dans une catégorie à part parce que ils poussent leur corps un peu à l'extrême. Pas forcément à l'extrême, mais voilà, dans un retranchement qui est pas habituel. Donc c'est vrai que des fois, le surentraînement aussi est quelque chose qui est pas forcément très recommandé. De faire de l'activité physique, ben, ça a été prouvé 1000 fois hein, que c'est bon pour la santé, que ce soit voilà, aussi au niveau des émotions, on est fier de nous, on a réussi à faire quelque chose, on a une dépense énergétique, au niveau des articulations, on est moins gêné, etc. Mais c'est vrai que de faire de l'activité le soir, ben, toujours par rapport avec cette température-là centrale, c'est moins préconisé. Généralement, on préconise de faire une activité plutôt le matin pour justement favoriser la sécrétion de cortisol et diminuer la sécrétion de mélatonine, augmenter la température centrale. Et du coup, au niveau recommandations, par rapport à la pratique sportive, tu recommandes quoi? Il faut qu'il y ait un delta de 2 heures avant l'endormissement, 3 heures, 4 heures? Si jamais tu peux pas faire ça le matin. Alors, ouais, je vais prendre un autre critère en plus, c'est la nutrition. Généralement, on dit qu'il faut manger minimum 1h30, 2 heures avant d'aller se coucher. Donc, on va dire quelqu'un qui se couche à 23 heures, c'est pas mal, 23 heures. 23 heures, on va dire, il termine de manger à 21 heures, voilà, et il fait son sport avant. Donc, on va dire, s'il termine son sport, je sais pas, à 20 heures peut-être, après le temps de faire à manger, etc., ou le temps de manger, ben après, il est 21 heures. D'accord. Ce qui est loin d'être Je dirais réalisable par. minimum 3 heures avant d'aller se coucher. Après, tout dépend. Ouais, pardon. Non, je disais, c'est pas forcément réalisable Bien sûr, Il y a plein de gens qui terminent à 19h30, à 20h et ouais, qui se couchent pas à 2h du matin, quoi. bien sûr. Bien sûr, alors, tout dépend, en fait. C'est pour ça que généralement, je fais pas trop de messages Généralité. généralistes. Ouais. Voilà, forcément, les gens qui n'ont pas le choix, bah oui, on va trouver d'autres solutions, voilà, ou soit se coucher un peu plus tard, ou soit justement peut-être prendre une douche froide ou un bain froid, enfin froid, j'entends pas 10 degrés, hein, mais Oui, voilà, pas gelé non plus, mais histoire en fait d'accélérer le processus d'endormissement, d'avoir une lumière un peu plus tamisée chez soi, etc., qui fait que ton environnement de sommeil est déjà un peu plus propice. Alors que si tu mets la musique, souvent, hein, tu rentres du sport, tu es super excité, tu es super content, tu mets la musique à fond, la lumière à fond. Enfin voilà, le but c'est en fait, ok, tu as fait ton sport, mais ne pas oublier que derrière, tu as une phase d'endormissement qui demande un certain nombre d'informations dans ton environnement et faire en sorte que tout ça soit cohérent.
D'accord. Et du coup, j'imagine que l'intensité de l'exercice aussi joue sur le sommeil. Parce Ouais, que plus tu as une intensité importante, plus tu dois augmenter ta température corporelle, sécréter du exactement. cortisol et tout ça. C'est Ok, ça. L'intensité, donc aussi la température centrale et aussi la dépense énergétique et surtout l'utilisation de tes muscles. Tout simplement, tu vas utiliser tes muscles différemment. Peut-être si tu fais du cardio, si tu fais du sprint, etc. Ou si tu fais plutôt de la muscu. Voilà, c'est vrai qu'il faut toujours, quand on fait de l'activité physique, si on fait de la marche ou du cardio ou de la muscu, c'est vrai que ouais, c'est pas la c'est pas même chose. pareil. D'accord. Alors j'avais 2 questions par rapport à ce que tu disais. Je voulais savoir si chez les enfants qui ont un sommeil donc polyphasique, est-ce qu'on a les mêmes, stades? Non. Non, on n'a pas les mêmes stades. Les mêmes stades, ils arrivent vers 6 ans. Avant, on a ce qu'on parle le sommeil agité et sommeil calme. Donc ça, c'est pour les polyphasiques. Souvent, voilà, on voit les nouveau-nés ou les nourrissons, soit ils sont agités, ou soit ils ont les yeux qui partent. Donc ça s'apparente un peu au sommeil paradoxal où il y a les yeux qui bougent vite, ou sinon, le bébé est calme, ce qui s'apparente plus au sommeil profond. Est-ce que on peut faire l'analogie, ça a les mêmes fonctions? Le sommeil agité, Alors, est-ce que ça a la même fonction que le sommeil paradoxal et ben, en fait, c'est là où on se dit que le sommeil a vraiment toute son importance parce que quand on est petit, quand on est, quand on arrive dans un nouveau monde, etc., il y a énormément d'informations. Donc pour traiter toutes ces informations, le bébé ou le nouveau-né, le nourrisson dort pour faire un peu le tri, pour voilà, pour emmagasiner tout ça, pour travailler la mémoire, etc. Puis après, il se réveille, il prend de l'info, bon, il dort, voilà, pour vraiment faire ce travail de récupération physique et mentale. d'accord. Et alors je voulais revenir sur le surentraînement. Ouais, Du coup, le surentraînement, un des symptômes, ça peut être la difficulté d'endormissement? ouais, Ou la difficulté enfin les troubles du sommeil? ouais, bien sûr. Ouais, D'accord. bien sûr, ça peut être le surentraînement, on va avoir du mal à s'endormir. Alors, souvent, on parle d'insomnie. Alors, les insomnies, elles peuvent être de trois manières. Soit on a des difficultés à s'endormir, soit on se réveille la nuit et on n'arrive pas à se rendormir, soit on appelle ça des réveils précoces, ça veut dire que même si on a un réveil, eh ben, on se réveille avant. Donc, quelqu'un qui est insomniaque, soit il a les trois, soit il a un des trois. Voilà, donc, c'est souvent ça. Le surentraînement aussi, en fait, il y a des micro-fissures qui sont au niveau musculaire et des douleurs qui font que ça crée des micro-éveils aussi pendant la nuit. Voilà, on a tendance à changer plus de position, un sommeil un peu plus agité, sachant qu'aussi, souvent, le surentraînement, psychologiquement, voilà, les gens, ils sont pas... soit ils finissent en pleurs, ou soit ils finissent complètement... Oui, il y a euh, une phase c'est une sorte de déprime, hein, le surentraînement. Enfin, on ouais. peut arriver à des phases de dépression Exactement, importantes, hein. exactement. Et en fait, si tu veux, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, il y a des psychiatres qui s'intéressent à la relation dépression et sommeil. Et c'est vrai que dans leurs études de psychologie, on leur dit d'abord de traiter les problèmes de dépression et après de traiter les problèmes de sommeil. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en faisant l'inverse, ils arrivaient beaucoup plus à traiter la dépression. Donc, ça veut dire, en s'intéressant au sommeil, ils arrivaient plus à récupérer et à gérer les troubles de l'humeur plutôt que l'inverse. D'accord. Et hem et justement, chez quelqu'un qui est en surentraînement, parce que tu parlais des sportifs de haut niveau, mais en ce moment, c'est la folie sur, les triathlons, les ultra trail et cetera. Ouais, ouais. Hem, Quel conseil tu donnerais à ces, sportifs amateurs, mais qui finalement ont une exigence quasiment professionnelle, par rapport au sommeil et par rapport à leur gestion de la charge de travail durant leur journée? Mm. Tu Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, Ouais, moi, particuliers? le plus grand conseil que je pourrais leur donner, c'est vraiment d'avoir une vision à long terme. Parce que le sommeil, en fait, c'est pas juste du one shot. C'est pas juste, il y en a qui disent, hein, ah, j'ai super mal dormi, mais non, je suis super en forme, hein. Oui, mais attends de voir dans 2, 3 jours, voilà comment ça se passe. Donc, le plus grand conseil que je peux donner à ces gens-là, c'est vraiment d'avoir un programme à l'année, une année civile, hein, ou une année scolaire comme ils veulent, selon le sport qu'ils pratiquent. Euh, et de se dire, OK, là, j'ai une échéance. Donc,
avec des phases d'entraînement, avec des phases de récupération. Donc, comme je disais tout à l'heure aussi, il y a l'amont, mais il y a aussi l'après. Généralement, l'après, voilà, on a aussi beaucoup besoin de récupérer, de s'octroyer aussi, voilà, ces temps de repos aussi, quitte à faire des choix aussi peut-être sur les courses qu'on voudrait faire. Et vraiment d'avoir une vision à l'année et de se dire, OK, j'ai, je sais pas, 6 semaines jusqu'à cette course-là, mais après, 2 semaines après, j'ai celle-ci, mais est-ce que je vais pouvoir le faire, etc. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Considérer aussi, bah, donc ça, c'est le calendrier sportif, mais il y a aussi le calendrier professionnel, familial, social. Ben, voilà, c'est des choses aussi à pas négliger, sachant que ça fait partie aussi de l'équilibre de l'homme avec un grand H, hein, d'avoir une vie sociale, c'est aussi hyper important. Donc voilà, forcément, il y aura des imprévus. On peut pas, voilà, hein, on va dire, moi j'ai mon programme jusqu'à juin l'année prochaine, mais je sais très bien il va y avoir des choses qui vont être annulées, il y a des choses qui, surtout à cette période Covid, c'est un peu délicat, qui vont se rajouter, etc. Mais il vaut mieux avoir anticipé ça plutôt que de se retrouver en fait face au mur et de se dire ah merde, mais maintenant je fais quoi, etc. Donc, voilà. Vraiment, le sommeil, c'est une constante à réfléchir sur le long terme et pas la veille pour le lendemain. Et alors, j'avais une dernière question avant de terminer, c'était par rapport au voyage chez les sportifs. Ouais. Alors, qui est décalage horaire ou pas, mais on va parler plutôt des voyages avec des décalages horaires. C'est comment gérer ça si on a une échéance, combien de temps il faut arriver avant l'échéance pour se recaler au niveau du décalage horaire, etc. Alors ça, c'est pareil, on pourrait faire qu'un podcast par rapport à ça. Mais alors, il y a quelque chose aussi que tu sais, tu me demandais qu'est-ce qui pouvait influencer sur le sommeil, donc l'âge, le sexe, etc. Il y a autre chose aussi qui est important, c'est la génétique et aussi ce qu'on appelle le chronotype. Le chronotype, c'est savoir si tu es plus du matin, plus du soir, intermédiaire. Généralement, ceux qui sont plus du soir, ils ont tendance en fait à se décaler plus tard. Donc c'est des gens en fait, tu leur dis de se coucher à 2h du mat, ok, y a pas de souci. Le lendemain 3h du mat, ok, pas de souci. Voilà. Donc ils ont tendance à avoir un cycle de sommeil qui est justement supérieur à 24 heures, qui fait qu'en fait ils ont tendance en fait à se décaler plus tard. Donc ces gens-là en fait pour les décalages horaires vers à l'est, donc ça veut dire quand se Ouais, la voilà, Russie, tout ça. c'est un peu plus problématique parce qu'on remonte le temps. D'accord. Ok. Donc c'est moins problématique pour les personnes du matin parce que bah voilà, elles auraient plutôt tendance à avoir un cycle de 24 heures, voire un peu moins. Donc s'il faut remonter le temps, il n'y a pas de souci. Généralement, bah, pour aller vers l'ouest, ceux qui ont plus du soir, il n'y a aucun problème parce qu'on recule. Donc voilà. Donc, faut définir quel est ton chronotype pour pouvoir gérer cette phase de décalage, quoi. Exactement. Ça, c'est assez facile. Vous tapez sur Internet questionnaire chronotype. C'est Horn et Ostberg. Alors, ça paraît chinois quand je le dis comme ça à l'oral, mais c'est facilement trouvable sur Moi, je le Internet. mettrai dans la bio, ouais. Ça Ouais. marche. Donc, il y a ça. Après, ce qui se dit aussi, c'est qu'il faut arriver un jour en avant par rapport au nombre de fuseaux horaires dépassés. Par exemple, si on dépasse 7 fuseaux horaires, eh bien, il faut arriver 7 jours avant. Donc, D'accord. compter en fait 24 heures pour récupérer 1 heure de décalage de fuseau horaire. D'accord. Ça, c'est pareil, c'est tout à chacun. Il y en a qui vont mettre 3 jours, il y en a qui vont mettre 7 jours, il y en a qui vont mettre 9 jours. Donc, bon, après, ça dépend le sport qui est pratiqué. Souvent, quand c'est en collectif, eh ben, on part tous ensemble. On va Ouais. pas faire. Alors, toi, t'es chronotype du matin? Ouais, bah, vas-y. Non. Et généralement, ils font un groupir et puis tout le monde part en même temps. Il y a ça. Il y Non, a mais en aussi. sport collectif, on pourrait, sur les premiers jours, sachant que les premiers jours, une fois que tu as voyagé, tu fais pas des grosses séances, on pourrait très bien faire des groupes du matin, des groupes du soir, hein. Ça Bien pourrait sûr. très bien ça. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est problématique dans les sports co, c'est bah voilà, demander la même chose à 20 personnes, alors qu'il y en a qui à 8 heures du matin, tu lui aurais demandé quelque chose, et il était au taquet, l'autre, il est encore à la moitié de sa nuit, et l'autre, bah, pourquoi pas. Et voilà, c'est la C'est tout grosse le problème problématique. d'individualiser les programmes d'entraînement dans un sport collectif. Exactement. On essaie de plus en plus, mais c'est problématique, hein. Voilà. Et bah, pareil, mettre un match à 21 heures le soir, un samedi, bah, excuse-moi, mais c'est pas non plus hyper optimal non plus. Mais bon, Oui. apparemment. Et
D'accord. Et du coup, justement, par rapport justement à des compétitions qui, par exemple, en Espagne, il y a des fois, ils jouent à minuit ou à 22h. Mm, Du coup, ça a tendance à défavoriser ceux qui sont du matin. bien sûr. Bien sûr. D'accord. Alors après, donc il y a le côté génétique, comme je te disais, il y a aussi le côté culturel. C'est vrai que voilà, il y a quelque temps, il y avait un Norvégien chez moi. Il m'a dit, mais moi d'habitude, là, à 17h, j'ai mangé mon repas du soir. Donc voilà, il y a le côté, alors qu'à 17h, les Espagnols, ils sortent de table de midi. Hmm. J'exagère, mais voilà, c'est aussi le côté culturel qui entre en jeu, ce qui fait que aussi ta biologie interne, donc il y a le côté génétique et il y a le côté environnement qui fait qu'au fur et à mesure, toi, tu vas t'adapter au rythme de vie que tu vas prendre et ta biologie, ta biochimie peut aussi évoluer au cours de ta vie. C'est pas parce que tes parents se sont toujours couchés tôt que toi, tu vas finir un couche tôt. C'est aussi en fonction des personnes que tu vas côtoyer, ton travail que tu vas faire, ton activité physique, etc., qui fait que toi aussi, tu peux influencer sur ta biologie. Et ça se fait en combien de temps? Enfin, je sais que tu n'aimes pas généraliser, mais est-ce que ça se fait en un mois, en 6 mois, en un an? De changer sa De biologie? s'adapter à la culture, mettons, j'imagine, je parle du foot, mais un Norvégien qui vient jouer au FC Barcelone Ouais. et qui va jouer à 22h, alors que Ouais. d'habitude il joue à midi, en combien de temps il peut s'adapter? Franchement, Ouais, je je sais pas. dirais au moins une saison Ah minimum. oui. Mais Donc ça peut expliquer après, ça veut pas dire qu'il va pas être performant, ça veut pas dire que il va se blesser, ça veut pas dire tout ça. Mais peut-être qu'il va pas être titulaire à tous les matchs. Peut-être que il y aura des saisons où justement il va être plus performant. Par exemple, l'hiver où tu vois où les Norvégiens ils ont l'habitude d'être un peu plus dans le noir, par exemple. Peut-être que lui, voilà, ça va pas forcément le déranger. Alors que les personnes qui vivent dans le sud et que le soleil, c'est franchement quelque chose qui réveille, etc., bah, seront déjà un peu plus sujets au changement de saison et à cet arrivage de l'hiver. D'accord. Et pour finir, bon, j'imagine qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a des études qui ont montré, une corrélation forte entre la qualité du sommeil et la survenue de blessures? Ouais, ouais, il y a des revues systématiques qui ont fait en fait la synthèse des études qui ont traité de ces sujets-là. Ce qui a été montré, c'est que une moins bonne qualité de sommeil augmente de 1,7 fois le risque de blessure. Donc ça, Et alors c'est c'est- quoi une mauvaise qualité de sommeil? Comment c'est défini? Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc c'est souvent la qualité du sommeil, elle est jugée sur l'efficacité du sommeil. L'efficacité du sommeil, c'est par exemple le temps que tu vas passer que tu vas dormir sur le temps passé au lit. Donc si par exemple tu dors 8 heures alors que tu as passé 10 heures au lit, tu as une efficacité de 80%. Et le but, c'est d'avoir une efficacité de plus de 85%. D'accord. Donc ça, c'est une première donnée. Deuxième donnée, c'est sur la fragmentation du sommeil. Au plus ton sommeil est fragmenté, au moins la qualité de ton sommeil est bonne. D'accord. Et puis après, bah, tu as le temps du sommeil qui est généralement, enfin, qui est préconisé entre 7 et 9 heures. Mais en fait, c'est pour ça que le sommeil est devenu un problème de santé publique parce que la moyenne des Français est passée à 6h42. Donc, Ah, ce c'est-à-dire qui est pas en énorme, dessous. hein. Ouais. 6h42, franchement, c'est C'est peu. pas grand-chose. Et encore, je pense que les sportifs de haut niveau sont là pour rehausser la moyenne. Mais voilà, c'est vrai qu'en dessous des 7 heures, ça commence vraiment à être problématique. Donc, il y a ça. Donc, ça, on va dire, c'est vraiment des critères de qualité sur le sommeil, enfin, on va dire pendant la nuit. Et j'aime bien aussi dire aux gens qu'il y a plein de signes pendant la journée qui peuvent vous faire penser que vous avez une qualité de sommeil ou un temps de sommeil qui n'est pas suffisant pour vous. Ça peut être soit une somnolence accrue, on peut s'endormir au volant, on peut avoir vraiment des moments où on n'écoute pas du tout, ou des difficultés de concentration, l'irritabilité. Ça, souvent, on en a fait les frais. Ça peut être des maux de tête. Ça peut être voilà, difficulté à respirer aussi pendant la journée. Toutes ces choses-là, beaucoup, bailler beaucoup.
ce sont des signes pendant la journée qui nous indiquent la qualité aussi de notre sommeil. Donc, on n'est pas obligé des fois de faire des examens du sommeil très poussés pour nous déjà se rendre compte que notre sommeil est de moyenne qualité. D'accord. Et donc, tu parlais de dormir entre 7 et 9 heures. Et est-ce que, alors, tu as déjà un peu répondu à la question, mais est-ce que il y a vraiment un intérêt à s'endormir avant minuit, par exemple? Même pour alors pour quelqu'un qui est plutôt du matin, j'imagine que oui. Mais pour quelqu'un qui est du soir, s'il s'endort à 1 heure du matin, est-ce que c'est vraiment problématique s'il a son temps de sommeil? Ouais. En fait, si tu veux, comme je te disais un peu tout le temps, je pense, dans le podcast, là, c'est que pendant la nuit, aussi nos organes, ils ont une certaine planche d'heures aussi pour se régénérer. Et en fait, si tu es quand même en état de veille alors que certains organes demandent à récupérer, eh ben, ils peuvent pas le faire. Donc, D'accord. au plus tu vas pousser après minuit, au plus, Mais même ça va- chez les gens qui se couchent tard, est-ce qu'ils ont, par exemple, leur pic de cortisol qui est pas décalé dans l'après-midi et leur pic de l'autre hormone, je me souviens plus, excuse-moi, mélatonine, de la mélatonine est-ce qu'elle est pas un peu décalée aussi? bien Je sais sûr. pas. Si, D'accord. si, bien sûr. C'est justement ça que j'avais vu aussi pour l'étude que j'avais faite à l'INSEP. C'est que finalement, les chronotypes du soir, ils ont tendance à décaler leur pic de mélatonine parce que justement, ils ont un cycle circadien qui est supérieur à 24 heures. Donc, on va dire que déjà, biologiquement parlant, ils auraient tendance à se décaler plus tard. Mais tout l'enjeu, en fait, c'est comme si tu sais, tu tarais à chaque fois. Voilà, Ouais. tu remets à zéro pour avoir aussi revenir à une heure correcte et pour pouvoir physiquement tenir le coup. Et alors, Sachant que voilà, c'est vrai que nous, on n'a pas décidé. Voilà, la société aussi est faite sur 24 heures. ouais, On aurait pu faire sur 25 heures. Bon, voilà, d'accord. on décide pas ça. Et alors, j'ai quand même une dernière question de la dernière question, mais Ouais, ouais. chez les adolescents, Mm, j'ai l'impression, alors c'est vraiment de façon empirique, hein, mais c'est que eux, par contre, ils se décalent vers le bien tard sûr. Mm, et on leur met des cours qui commencent à 8 heures, alors qu'avant, ça commençait en primaire, par exemple, à 9 heures, voire à mm, 8h30. mm, Et on leur met des horaires à 8 heures. mm. Est-ce que c'est pas contre nature, justement, parce qu'ils Ah, ont mais tendance si, à si, plutôt se mais décaler et on a du c'est mal un à peu les lié à coucher et on l'éducation a du aussi. mal à les réveiller? Si, si, alors, comme je te disais, alors, on a parlé du sommeil polyphasique, biphasique, monophasique. Il y a aussi le fait que quand on est enfant, voilà, on est franchement à 6h30, 7h, Ouais, on est c'est au dur. taquet, hein. Mmh. Mais au fur et à mesure qu'on vieillit, notre horloge se décale plus tard. Et par contre, quand on arrive après au-delà de 65 ans, on a tendance à revenir un peu sur nos pas. Mais je suis totalement d'accord avec toi, hein. C'est demander à un ado ou à un lycéen justement d'être efficace à 8 heures, et encore à 8 heures, il doit être en classe, hein. Pour ceux Ouais. qui doivent se réveiller avant, etc., c'est vrai que c'est contre nature. Pour peu qu'il s'endorme à 1 heure du matin, il se lève à 7 heures, ça lui fait 6 heures de sommeil, autant te dire que c'est pas du tout suffisant pour les adolescents. Et finalement, heureusement qu'il y a le week-end, ils se rattrapent le week-end, quoi. Oui, alors ça, c'est un grand débat aussi, hein, mais voilà, si tu veux, au plus tu vois une discordance entre la semaine et le week-end, au plus ça veut dire que pendant la semaine, il y a quelque chose Ils sont en qui... déficit, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Bon, on va finir là-dessus parce que j'aurais plein d'autres questions, mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Lucille. De rien, avec plaisir. Merci beaucoup à Lucille d'avoir répondu à mes questions. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'avais encore plein de questions à lui poser. Et notamment, là, en raccrochant, je viens de m'apercevoir que j'ai complètement oublié de lui poser des questions sur l'impact des écrans sur la qualité du sommeil. Un sujet qui me tient à cœur et surtout un sujet qui est vraiment problématique, notamment avec les ados. En tout cas, si vous voulez poser des questions à Lucille, vous pouvez la retrouver sur LinkedIn. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn sous le nom Sébastien Oria ou sur Insta et Facebook sous le nom PhysioSkills Podcast. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le repartager avec vos amis et à mettre une note sur les différentes plateformes d'écoute de votre choix. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.